Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. C'est l'heure de la preview du championnat du monde de MotoGP. Là, ça rigole plus. Et avec moi, Thomas Felizardo. Salut Thomas. Salut, bonsoir à tous. Alors, on enregistre quelques jours avant le début de la saison. Ça sera diffusé au moment du week-end du premier Grand Prix au Qatar sur le circuit de Losail. Ouverture traditionnelle du championnat du monde moto depuis des années maintenant, hors année Covid. Mais sinon, c'est l'ouverture traditionnelle depuis 2008 ou 2016, je ne sais même plus maintenant. Et un calendrier donc plus long que jamais. 21 courses. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce calendrier? Est-il trop long? Est-il suffisamment long? Es-tu satisfait des nouveaux arrivants? Dis-moi tout. Alors effectivement, je trouve le calendrier un petit peu long. Pour moi, la moto, ça a toujours été un petit peu des saisons un peu plus courtes. Surtout quand on voit que, alors j'ai pas fait le compte, mais on doit être sur une moyenne comme d'habitude à 4 Grands Prix en Espagne, avec C'est ça. avec Barcelone, Jerez, Valence et Aragon, si j'ai pas de bêtises. Donc effectivement, c'est un championnat qui est très marqué par l'Espagne, les pilotes espagnols, le calendrier qui tourne pas mal en Espagne, pardon. Mais ouais, je pense qu'on devrait un petit peu sortir de ça, parce que je trouve qu'on a une belle diversité avec des pays en Asie, des pays en Europe, des pays en Amérique au sens large. Ouais, c'est un peu dommage d'avoir autant de GP en Espagne qui sont pas toujours les plus intéressants et qui allongent un petit peu artificiellement le calendrier. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que le circuit de Barcelone n'est pas forcément très... n'apporte pas forcément grand-chose. Après, je comprends politiquement que la Catalogne veut un Grand Prix à son nom. Mais à part ça, oui, c'est pas... la fin de la saison à Valence, on est souvent excité parce que c'est la fin de saison. Mais à part ça, c'est pas les courses les plus passionnantes de la saison. On préfère aller... je sais pas pour toi, mais moi, le Sachsenring ou le Mugello, ça m'intéresse bien plus que ces circuits un peu plats et bien trop présent au calendrier. Phillip Island serait une très belle conclusion à une saison. Et effectivement, Valence, hormis l'édition pluvieuse il y a 3 ans maintenant, c'était en 2019 je crois, où Paul Espargaro fait un podium avec la KTM, c'est à peu près le seul souvenir vraiment mémorable. Allez, peut-être l'édition 2016 pour l'enjeu qu'il y avait entre Rossi et Lorenzo, mais c'est à peu près les seuls souvenirs vraiment que j'ai de ce Grand Prix là. Ouais. Donc à mon sens, ça c'est indispensable. Ouais, et puis très vite parler des deux nouveaux circuits de cette saison, le Kimi-Ring qui devait arriver en 2020 et qui arrive avec 2 ans de retard, parce que on voulait y aller depuis un moment. Et puis ce circuit de Mandalika en Indonésie qui, alors je sais pas pour toi, mais moi, quand je vois le projet, j'ai Yeongam en tête, vouloir faire un circuit avec une ville autour après. Pour l'instant, il n'y a que le circuit, il n'y a pas trop de villes, il va y avoir des villas, on ne sait pas trop. Moi, ça me fait un peu peur. Je sais pas toi, mais moi, ce circuit me fait très très peur. Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais oui, non, je partage tout à fait, surtout avec les tests d'avant-saison qu'il y a eu la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant, je ne sais plus. Mais où il y avait encore des problèmes sur leur vêtement, puisque je crois que c'est Jorge Martin qui a pris un gros caillou à 300 à l'heure dans le bras, avec un sacré bleu au passage, et je suis vraiment pas jaloux de lui sur le coup. Donc ouais, encore des petits problèmes à régler, on va voir, puisque finalement le Grand Prix est dans un peu plus de 15 jours, hein, c'est les 18, 19 et 20 mars. La deuxième manche de la saison donc en Indonésie, comme tu l'as dit. Pas forcément très excité par le tracé, même si j'ai cru comprendre que les pilotes avaient l'air de l'apprécier relativement. Et ouais, pour enchaîner sur le deuxième, le Kimi-Ring, pareil, c'est pas forcément le genre de circuit qui m'excite. Il y a l'air d'avoir une belle ligne droite quand même, mais le reste, pour de la moto, on arrive à suivre facilement, même dans des virages longs, ça peut le faire. C'est pas forcément un circuit que je vois sur 4 roues. On va lui donner la chance sur 2 roues. Oui, on va voir. Je me souviens qu'on en avait parlé ensemble il y a quelques semaines, Oui. de ces deux circuits-là, et que tu m'as déjà dit pas tes inquiétudes, mais ton scepticisme. Mais c'est vrai, t'as raison, on va Je attendre. demande à voir. Voilà, on demande à voir, absolument. Donc on va commencer par Aprilia, si tu le veux bien. On va reprendre le classement constructeur dans l'ordre de l'an dernier, après ayant terminé 6ème sur 6. On va commencer par eux aujourd'hui. Le team Gresini s'est séparé d'Aprilia. Aprilia est désormais en son nom, avec un duo Alex Espargaro et Maverick Viñales, qui après son pétage de plomb de l'an dernier, qui nous aura fait halluciner, il avait terminé la saison sur Aprilia justement dans le team Gresini, et qui est de retour avec cette machine en 2022. Alors ce duo, qu'est-ce que tu en attends?
Alors déjà, je suis étonné de. Alors, je savais pas trop comment ça allait se goupiller effectivement entre Aprilia et Gresini, puisque bah donc avant c'était Gresini qui engageait les Aprilia en course depuis leur retour en 2015 ou 2016, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est Aprilia qui a gardé ces deux pilotes, donc Vignales et Aleix Espargaro. Euh, c'est des pilotes sur lesquels je suis mitigé. Vignales, je pense que comme beaucoup, je suis tombé dans la hype quand il était sur la Suzuki en 2016 et qu'il a fait quelques très belles courses avec une ou deux victoires à la clé. Ça s'est un petit peu essoufflé chez Yamaha. Alors même s'il était quand même le chef de file face à Rossi, ce qui n'est pas rien pendant quelques années, depuis que Quartararo est arrivé, bon, il a clairement marqué le pas, il a complètement perdu les pédales, même s'il avait fait un beau début de saison l'année dernière. Bon, on l'a vite senti plus dans le coup jusqu'au fameux épisode au Red Bull Ring, effectivement, dont tu parlais, qui nous a fait vraiment halluciner. J'attends de voir, je pense que ça peut être un peu la saison de la dernière chance pour lui. C'est-à-dire que s'il se ressaisit pas maintenant, il y a eu tellement d'espoir en lui que il se ressaisit pas maintenant, ça peut être compliqué pour la suite de sa carrière. Et Ouais, quant je suis assez d'accord avec toi, ouais. Vas-y. Et quant à Aleix Espargaro, alors il avait fait des belles choses il y a une dizaine d'années maintenant avec les CRV. Bon, c'est pas un pilote qui m'enchante plus que ça, hein. Globalement, les frères Espargaro, c'est pas ma tasse de thé. Donc je demande à voir. Le duo avait bien marché sur la Suzuki justement en 2016. Donc peut-être qu'il y aura une bonne alchimie entre les deux. Peut-être qu'ils arriveront à bien travailler et faire progresser la moto, qui en a besoin. En plus, l'Aprilia, elle est pas encore tout à fait au niveau. Donc ça va être, je pense, une saison un petit peu de transition, un petit peu compliquée, mais ils seront quand même attendus au tournant. Et ils peuvent encore profiter des quelques concessions qu'ils ont pour le développement. Et il faut vraiment qu'ils en profitent. Hmm. Moi, je te rejoins à 100% sur l'analyse sur les deux pilotes. Maverick Viñales, plus le temps passe, plus je me dis, est-ce que finalement sa comparaison avec Rossi elle était pas due au fait que Rossi vieillissait et que finalement il était plus aussi dominant et que face à l'arrivée d'un jeune Quartararo on a tout de suite vu la différence, je sais pas, en tout cas je reprends exactement tes mots, je n'en changerai rien, t'as raison, c'est la saison sans doute de la dernière chance. Et puis Maverick Viñales, moi je suis assez subjugué des commentaires qui l'an dernier disaient Maverick Viñales a fait son premier Alex Espargaro pardon, a fait son premier podium en MotoGP, ça y est la dynamique est lancée. Enfin, il a 32 ans, ça fait 10 ans qu'il est là. Il a eu des Suzuki entre les mains. Bon, l'Aprilia, ça n'a jamais été une bonne moto, mais on a vu que depuis 2020, il y avait beaucoup de mieux. Et pourtant, on ne le sentait pas capable, lui, de concrétiser. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner ce duo, mais sans le team Gresini en plus, je suis très très curieux. En fait, c'est un peu une inconnue pour moi Aprilia. Et si Maverick Viñales n'est pas capable de porter ce team, personne ne le fera. Je ne vois pas Alexis Espargaro en tant que leader de cette équipe avec ce duo-là, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on peut remettre en question le développement mené sur la Yamaha par Viñales, qui avait été à l'époque hautement décrié par Rossi, et on voit aujourd'hui qu'ils sont un petit peu au bout du concept. J'espère pour Aprilia qu'ils vont pas suivre une voie similaire. Le constructeur suivant, c'est KTM qui a terminé 5ème sur 6, et on va commencer par l'écurie qui a terminé dernière du championnat l'an dernier, Tech 3 qui engage Raúl Fernandez et Rémi Gartner cette année. Ouais, donc deux rookies chez Tech 3, mais pas n'importe lesquels quand même, puisque bah, c'est le champion et le vice-champion de la Moto 2 l'année dernière, donc normalement quand même un beau palmarès et des belles têtes d'affiche. Je pense qu'ils sont dans la meilleure structure pour arriver. Tech 3 a réussi à faire monter d'immenses champions à l'époque quand ils étaient surtout avec Yamaha. Je pense que l'environnement est bon. Je pense que les team managers sont très bons, et, principalement Hervé Poncharal, que tout le monde apprécie, je pense, dans le paddock. C'est clairement une saison d'apprentissage pour eux, et on leur demandera pas plus. Voilà, j'attends de voir. Je pense pas que la KTM leur permette de toute façon de faire des étincelles. S'ils arrivent à être pas trop loin du Team Factory et qu'ils apprennent, qu'ils font pas trop d'erreurs, pas de chutes, etc., je pense qu'on pourra considérer la saison réussie, puisque bah voilà, ils sont dans une petite équipe avec une moto qui est pas la meilleure. On peut pas comparer à un Quartararo ou à un Zarco il y a quelques années. Donc voilà, c'est peut-être un peu petit bras de ma part, mais j'ai pas de grandes attentes pour eux, hormis une bonne saison qui, je pense, arrivera. Oui, voilà, enfin, c'est vrai que la saison 2020 de Tech 3 nous avait un peu enchanté. On s'était dit peut-être que c'était le début de quelque chose, mais il faut se rappeler que c'est quand même la deuxième écurie de KTM et que c'est une petite structure du plateau.
Moi, ce duo, hein, Raúl Fernandez, moi, c'est un gamin qui m'excite beaucoup parce que c'est une ascension très fulgurante et il n'y a pas de raté pour l'instant. Alors, des gens diront qu'il n'a jamais été champion ni de Moto 3 ni de Moto 2, d'accord, mais être champion de Moto 3, pour moi, c'est à loterie. Si tu es devant toutes les semaines, c'est déjà extraordinaire et c'est ce qu'il a fait. Quand tu fais que des top 5 quasiment dans une saison où les top 10 sont à chaque fois en 5 secondes à la fin de la course, alors, j'exagère, mais voilà, c'est de très bon augure. C'est un gamin qui connaît KTM depuis un moment. Forcément, en Moto 2, tu es obligé d'aller chez Calex si tu veux faire quelque chose, mais ça a été une saison très solide. Et puis, on est quand même content de voir les 2 premiers du championnat Moto 2 monter. C'est vrai que par moment, on avait des 5e, 6e qui montaient. Enfin, on adore Quartaro, mais il n'est pas monté en étant champion. Tout à fait. Et là, ça sera le cas. Donc, à voir, Gartner est un peu plus vieux. Est-ce que l'expérience va jouer pour lui ou est-ce que Raúl Fernandez va continuer sur sa dynamique? Je ne peux pas dire entre les deux qui dominera l'autre, mais tu l'as très, très clairement dit, c'est une saison d'apprentissage. C'est tout ce qu'on va leur demander. Et si déjà ils sont capables de se fondre dans l'environnement MotoGP pour cette saison et de s'en sortir sur un Grand Prix, ça sera très bien. Et puis on verra en saison 2 quand ils seront sophomores pour vraiment leur demander beaucoup plus de choses. Oui, et on a vu des champions qui n'arrivaient pas tout à fait à éclore complètement en MotoGP. Je pense malheureusement à Zarco, alors qui a une très belle carrière en MotoGP, mais qui attend toujours sa première victoire depuis 2017, alors qu'il avait 2 titres en Moto 2. Et au contraire, comme tu l'as dit, Quartaro, qui avait dû finir quelque chose comme 7ème de sa saison de Moto 2, qui est propulsé en MotoGP, et qui aujourd'hui est champion et un des leaders incontestés de la discipline. Donc des fois, le palmarès en catégorie inférieure n'est pas toujours représentatif, mais pour eux, je pense qu'on peut avoir de l'espoir, et ça fait du bien d'avoir les 2 premiers qui montent dans la catégorie reine, et on aimerait bien avoir ça en Formule 1 par exemple. Absolument. L'autre écurie KTM, c'est le KTM Factory Racing, bien évidemment. Avec Miguel Oliveira, on parlait des anciens de Tech 3 en voilà, qui roulaient chez Tech 3 en 2020. Et le Sud-Africain Brad Binder. Alors, que penser de ce duo? Est-ce qu'ils peuvent porter KTM vers des espoirs de je ne sais pas de titre, mais au moins de top 3, top 4, je ne sais pas. C'est un duo pour lequel j'ai de l'affect. C'est 2 personnages que je trouve déjà très attachants, que je trouve très bons, alors en particulier sur la saison 2020 qui a été vraiment exceptionnelle avec des très belles courses des deux, dont un chez Tech 3 effectivement, mais j'ai souvenir des courses à Portimao, au Red Bull Ring, etc. où ils m'avaient fait forte impression. Est-ce qu'ils ont les épaules pour porter KTM aussi haut? Je ne sais pas. Est-ce que la KTM elle-même est assez forte pour aller aussi haut? J'en suis vraiment pas persuadé, surtout vu ce qu'on va dire, surtout ce qu'on va dire des écuries suivantes. Mais oui, même si j'ai de l'affect pour ce duo, faut peut-être qu'ils passent au niveau supérieur. Comment, je ne sais pas. Est-ce que les deux sont peut-être pas déjà au bout de leur aventure KTM? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais on peut quand même se poser la question. On a vu, encore une fois avec Zarco, que KTM n'était pas toujours l'environnement idéal pour s'épanouir et pour avoir une moto qui marche. Ils ont fait une très bonne saison 2020. En 2021, ils avaient plus les concessions, ils ne les auront plus non plus, je crois, en 2022. Donc ça peut être plus compliqué pour développer la moto, même avec un Pedrosa derrière qui est une bête absolue en développement. Il me faut un peu peur. Encore une fois, c'est un duo que j'affectionne, donc je prends vite parti pour eux. Mais j'ai un peu peur pour eux là sur cette saison. La concurrence s'annonce très féroce et je pense pas qu'ils arriveront vraiment à sortir leur épingle du jeu. C'est ça en fait, on se rapproche plus du KTM, des débuts de KTM que du KTM d'il y a 2 ans en termes de performance de moto, mais c'est un duo qui reste jeune, ils sont tous les deux de 1995, donc ils ont quand même au moins 5-6 ans devant eux pour atteindre un top niveau. Ils sont chez KTM depuis peu de temps, depuis 1 ou 2 ans, en MotoGP depuis 3 ou 4 ans, enfin, ça va être leur 3e ou 4e saison, donc finalement c'est quand même, ils sont quand même assez frais là-dessus, et justement il faut désormais que ce trio avec Dani Pedrosa, tu fais très bien de le préciser, que Dani Pedrosa est très important dans ce trio KTM, qu'ils arrivent à améliorer à mener la moto au maximum de ses performances avec cette configuration actuelle, parce qu'ils ne pourront pas trop en bouger, et essayer de se sortir des meilleurs résultats possibles. On sait que c'est des gars qui savent faire le job lorsque l'opportunité arrive. Ils sont tous les deux vainqueurs en moto plusieurs fois en MotoGP, donc ils n'auront pas
cette appréhension du résultat comme peut l'avoir peut-être un Zarco. Tu parlais de Zarco tout à l'heure, il peut peut-être l'avoir, eux ne l'ont pas. Donc on sait que sur des courses où ça peut tourner en leur faveur, ils pourront aller la chercher. Après, une saison, c'est pas que 3-4 coups d'éclat, c'est aussi tenir. Miguel Oliveira l'an dernier, bah oui, il y a eu une course, mais en attendant, il termine 14e du championnat, parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de courses où il est pas bon. Brad Binder est beaucoup plus polyvalent, et Brad Binder s'est souvent montré dans le top 5, un peu derrière les intouchables, mais oui, parce que pas si Binder loin que ça. il fait 6e au championnat quand même l'année dernière. C'est pas ça, rien, c'est ça, c'est que c'est une grosse saison de Brad Binder, donc c'est à voir. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir optimiser ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je te rejoins, c'est un duo. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un peu de mal avec Miguel Oliveira, je t'avoue, en tant que pilote, pas en tant que. J'aime bien le personnage un peu voilà. grande gueule, mais qui dit les moi, choses, j'aime bien. j'ai un peu du mal avec le pilote. Par contre, Brad Binder, je trouve ça incroyable. Comme j'aime beaucoup ce garçon, donc ouais, ça fait partie je trouve, des pilotes attachants de ce plateau, et on verra. Mais encore une fois, est-ce que KTM ne va pas devenir une sorte d'Aprilia avec des pilotes qui sont plafonnés par la performance de leur moto? C'est possible, et on va le voir plus tard, mais il y a des écuries satellites qui utilisent des avions de chasse. Parfois, mieux vaut être dans un satellite avec un avion de chasse en MotoGP que dans un constructeur qui patauge dans la semoule. On va parler de Pramac, oui. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, j'attendais beaucoup en 2021, justement pour confirmer, c'est ce que tu disais. Hein, ils ont fait une très belle saison 2020, il fallait confirmer en 2021. Ça n'a pas été le cas. J'espère qu'ils vont savoir rebondir. Le constructeur qui a terminé 4e en 2021, c'était Honda, et la plus mauvaise des écuries Honda, c'était LCR qui conserve Alex Marquez, LCR qui conserve Takahaki Nakagami, deux pilotes pour lesquels on a pendant un moment fondé de l'espoir, et puis là, plus les années passent, plus on se dit que finalement ils sont pas là pour jouer ce qu'on pensait qu'ils pouvaient jouer. Effectivement, t'as très très bien résumé le truc. Alors Alex Marquez, c'est pas forcément le pilote dans lequel je passais beaucoup d'espoir. Je pense que le nom aidait bien, et s'il est arrivé au HRC directement, il y avait une raison. Ce qui évite un peu, ce qui me fait toujours un peu peur, hein, quand un pilote est propulsé à côté de son frère grâce à son nom. Bon, sans commentaire. Nakagami, oui, effectivement, il me faisait très bonne impression il y a quelques années. Il s'est un petit peu effondré depuis. Et puis, du coup, Alex Marquez a suivi le chemin. Je vais les mettre un peu dans le même bateau parce qu'ils ont un peu le même profil pour moi. Pas forcément. Ils savent faire des coups d'éclat. Ils savent être là. On peut pas dire que ce soit des pilotes qui chutent encore énormément, mais bon, chaque pilote chute, ça c'est la particularité de la moto évidemment. Ouais, je pense qu'ils ont atteint un peu leur top niveau. On a l'impression qu'ils stagnent un petit peu, même si Alex Marquez est encore très très jeune. Peut-être qu'ils sont pas aidés par la Honda qui stagne, et on l'a vu quand Marc Marquez n'était plus là, la Honda n'était plus que l'ombre d'elle-même, et ça explique largement la 4e place au championnat l'année dernière, malgré les 3 victoires de Marquez. Donc ouais, je pense qu'ils sont pas aidés par la Honda. Peut-être que le team LCR est un petit peu au bout de ce qu'il peut faire en tant qu'indépendant. Je sais pas à quel point ils sont vraiment aidés par la factory. Même s'il y avait des pièces qui transitaient, etc. Bon, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé quand même. Ouais, c'est pas le duo qui m'enchante le plus. C'est malheureusement pas l'équipe qui m'enchante le plus actuellement. Alors que je trouve que c'est une écurie sympathique et attachante. Mais je pense qu'avec la Honda, c'est pas forcément gagné d'avance. Sur Alex Marquez, moi j'ai toujours en tête son fonctionnement dans les catégories inférieures, qui a toujours été des premières saisons très très dures. Je me souviens qu'il a dit c'est parti Moto 2, et puis dans 2 ans MotoGP, et finalement 4 saisons en Moto 2 avec des saisons mais vraiment en milieu de peloton et assez dur. Là, est-ce qu'il n'y a pas le même schéma qui est en train de se remettre en place, qui est en plus accentué, tu l'as dit, par le fait d'être arrivé directement chez le team Repsol, qui était une bêtise absolue, délaissé de son frère en plus, sans développement de la moto? Est-ce qu'il ne s'est pas cramé les ailes? Moi, j'attendrais au moins les 2 prochaines saisons d'Alex Marquez pour vraiment juger, parce que je pense que s'il reproduit le schéma qu'il a produit en catégorie junior, il y a un fonctionnement sur la durée qui peut lui permettre de prendre ses marques. Après, pour Takahaki Nakagami, clairement il y a un plafond de verre psychologique pour moi qui se voit depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est pas loin de faire un podium, il a le rythme pour revenir, il revient sur les gars et il conclut pas. Il va pas chercher la 3e place, alors que dans ses déplacements précédents il est très incisif. Pour la saison
la saison symbole de ça, c'est la saison 2020. Combien de fois il fait top 4, top 5, top 6? Mais c'est arrivé 5-6 fois. Je me souviens qu'on avait débriefé avec Aurélien. On s'était dit, mais purée, c'est pas possible d'autant être proche et de jamais y arriver dans une saison. En plus, beaucoup de pilotes avaient fait des podiums et des victoires. Donc, il y a peut-être un plafond de verre psychologique qui se met en place. Et ouais, j'attends encore des choses de Alex Marquez, même si j'apprécie pas forcément le pilote. Takayaki Nakagami, il a 30 ans, il va avoir 31 ans cette année. On a déjà basculé quasiment en deuxième partie de carrière. Il a mis beaucoup de temps à monter en MotoGP. Il a eu beaucoup de mal dans beaucoup de ses saisons en Moto2, Moto3. Il y a eu quelques saisons d'éclat qui nous ont fait croire que et puis soutien d'Honda, tout ça, voilà, on y a cru. Là on est vraiment sur quelque chose. Peut-être qu'il y a des pilotes japonais en catégorie junior qui peuvent venir prendre la relève demain. Mais pour lui, ça ira difficilement plus haut. On peut se tromper, mais bon, j'ai un peu du mal à croire que Takayaki Nakagami peut devenir vainqueur de Grand Prix. Non, je partage. La grosse écurie Honda, c'est bien évidemment le team Honda Repsol qui récupère Marc Marquez à plein temps. Peut-être, point d'interrogation. On l'espère. Et puis à ses côtés, notre ami Paul Espargaro. On a parlé de son frère tout à l'heure. Alors là, l'ami Paul, que penser de l'ami Paul après cette saison 2021 chez Honda? Moi, je mets un point d'interrogation, mais tu l'as dit, c'est peut-être lié au développement de la moto aussi. Alors, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure quand on parlait d'Aprilia. Les frères Espargaro, c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est pas des pilotes que je porte dans mon cœur pour beaucoup de raisons. En particulier leur comportement. Je trouve qu'ils ont vite une tendance en qualif à savoir faire des temps que s'ils ont quelqu'un devant, à prendre une roue, la choper, puis la garder tout le tour. Et là, effectivement, il y a des bons temps, mais s'il n'y a pas cette petite carotte devant, ils sont vite un peu perdus. Et Paul Espargaro est vraiment le symbole de ça. C'est un pilote en plus avec lequel j'ai du mal à cause de tout son épisode KTM où on avait l'impression que c'est lui qui avait construit de ses propres mains avec sa clé de 10 et sa clé de 13 sa moto. Comme il l'avouait, etc. Alors qu'au final, tous ses équipiers ont fait mieux que lui. Pour exagérer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, après il est arrivé sur une Honda qui était très compliquée, puisque même Pedrosa dans sa dernière saison n'y arrivait plus. Alex Marquez qui, malgré tout, a quand même un talent fou, a eu du mal avec. Et là, il s'est retrouvé le pauvre un petit peu tout seul en tête du truc avec les rênes. Marc Marquez qui était forcément très diminué. Je pense que là, Espargaro, il a pas eu une saison facile pour arriver dans un team aussi gros, puisque c'est quoi, 2013 à 2019, ils ont gagné tous les titres, je crois, Honda. Donc ça reste un très très gros fardeau pour un pilote comme ça. Et quand t'es tout seul au règne du truc et que ton équipier phare qui est censé développer la moto, avoir de l'expérience, dégrossir les réglages n'est plus là, ça fait clairement un choc et ça se ressent. Et encore une fois, hein, comme on l'a dit juste avant pour LCR, une moto qui était vraiment pas facile à piloter. Là, de ce que j'ai vu des tests d'avant-saison, Honda disait que, les concurrents avaient l'air un petit peu inquiets de Honda, puisqu'ils auraient retravaillé la moto en particulier pour mieux fonctionner avec le pneu arrière, avec les nouvelles carcasses apportées par Michelin. Donc la moto serait plus souple, aurait plus d'adhérence, en particulier sur l'angle. Donc ça peut vraiment les aider, ça peut construire une moto beaucoup plus facile. Donc une moto plus facile, c'est clairement meilleur pour tout le monde, hein, que ce soit pour Espargaro et pour les deux compères du team LCR, mais même pour Marc Marquez qui effectivement on l'espère sera en pleine forme et sera là toute la saison. Et j'espère que ces problèmes de santé iront, parce qu'il y a eu après le bras il y a eu l'œil, donc j'espère qu'il y aura pas beaucoup plus, parce que ça reste un pilote qui est fantastique alors je le porte pas du tout dans mon cœur, mais ça reste un pilote qui est fantastique à voir rouler. Moi je suis à chaque fois ébahi par le fait de voir qu'il arrive à rattraper la moto avec le coude ou avec le genou quand il est à deux doigts de la chute, et là où 99,99% des autres pilotes seraient tombés. Moi je trouve ça fantastique à voir. Les 3 victoires l'année dernière, alors je sais qu'il y a eu les Sachsenring, les autres j'ai oublié, mais il y en a eu. C'était à Austin, la classique, tu vois. Austin, ouais. Les circuits qui tournent à gauche. Voilà, et puis le dernier c'était à Misano. À Misano, ouais. Mais Austin, c'est le tarif habituel. Austin, c'est vraiment. Ouais, effectivement. Sauf sa chute il y a 2 ans ou 3 ans, effectivement. Il a dû gagner toutes les éditions. C'est fantastique à voir. Et un pilote qui était diminué quand même à ce point, je pense qu'il était vraiment pas au mieux de sa forme.
ça m'a enthousiasmé. Je me suis même surpris à le soutenir pendant quelques courses, en particulier aux Sachsenring où il y avait la pluie qui pointait le bout de son nez. Donc ouais, j'attends beaucoup de lui. J'espère qu'il va retrouver un niveau plus que correct, on va dire. Peut-être pas son niveau habituel pour pas tuer le championnat, mais en tout cas un niveau qui lui permettra de rivaliser avec Quartararo, avec Bagnaia, avec éventuellement Martin. J'espère. Pour la beauté du sport. Ouais, et puis Marc Marquez, c'est aussi écrire son histoire. Tu l'as dit, il revient de problèmes, enfin ces problèmes aux yeux qui l'empêchent, qui le font voir flou à partir d'une certaine vitesse. Il a beaucoup moins d'interrogations là. À l'heure où on se parle, il a dit que c'était réglé. On l'espère pour lui. On va voir les tests, de ce que nous montrent les tests, ça a l'air réglé. Après, c'est un gamin qui est là pour construire son histoire. Il a même pas, enfin pour construire sa légende. Il a même pas 30 ans. Il est déjà 6 fois champion du monde en MotoGP. Il est 8 fois champion du monde en tout. Il n'y a que 5 pilotes qui sont devant lui dans l'histoire. Et il faut voir quand est-ce que ces pilotes-là ont gagné leur dernier titre. Il a un range de domination sur les 10 dernières saisons complètes qu'il a fait. On va parler de saisons complètes parce que 2020-2021, c'est pas des saisons complètes, même 2021. Mais sur les dernières saisons complètes qu'il faisait, c'était 8 titres, une deuxième place, une troisième place. Enfin, on est sur une façon de piloter aussi qui est hallucinante. Et bien évidemment que je suis comme toi, je porte pas Marc Marquez dans mon cœur, mais je pense que c'est un côté générationnel qui nous a fait ne pas trop aimer ces pilotes dominants qu'on a trop vus en F1 et en MotoGP. Voilà. Mais on s'incline devant le garçon. Et clairement, s'il est là, ça sera bénéfique pour tout le monde parce que son feedback est tellement énorme qu'il peut aussi entraîner avec lui et Paul Espargaro et le team LCR. Après, Espargaro, moi je te rejoins, j'ai beaucoup de mal aussi avec sa défense en piste, qui consiste parfois à ouvrir le virage pour entraîner les autres vers l'extérieur. Je trouve ça au mieux limite, au pire dangereux, tout dépend des circuits. Mais faudra faire très attention là-dessus parce que je trouve que plus les années passent, forcément moins il va avoir de réflexes, c'est naturel, et donc plus il va avoir tendance à le faire. Ça va s'accentuer. Je trouve que ça s'est accentué l'année dernière, et donc j'en attends pas grand-chose de lui à part essayer d'être un peu plus propre. Et Marquez, tout dépend de l'état de santé, mais on sait très bien que si il voit correctement et que la moto est ne serait-ce qu'à la lutte avec la Ducati et la Yamaha, on sait très bien ce que ça va donner. On se garde les pronos pour la fin, mais on sait très bien ce que ça va donner. Et je veux dire, le suspense n'existe pas trop dans la carrière de Marc Marquez. Et il va faire, on sait très bien comment ça va se passer, c'est qu'on va être content de le revoir sur une saison complète 1 an, et puis après il va nous énerver. On est des genres de très mauvaises foi, il faut le dire. Tout à fait. Moi j'ai toujours une dent contre lui à cause de la Malaisie en 2015, où là c'était vraiment la fracture absolue, mais ceci est une autre histoire. Tu dis qu'il n'y a pas de suspense, mais il y a quand même le suspense de sa santé et de sa moto. C'est ça, c'est que c'est deux éléments non négligeables. On verra ce que ça va donner sur la durée d'une saison, attention, parce que s'il gagne les 2 premières courses et qu'après il retourne à l'hôpital, ça n'a pas d'intérêt pour lui pour la saison. Mais lui, mais dans tous les cas, Sachsenring et Austin ils gagnent, ça on le sait déjà. Voilà, c'est la facture habituelle. Et après, voilà. Il reste 19 grands prix, quoi. C'est ça. Les saisons longues ne l'arrangent pas, des saisons de 3 grands prix pour être champion. Ça, mais par contre, pour les autres, on parle du présent. Marc Marquez, on parle de l'histoire. Et si clairement il arrive à rechoper un titre après tout ce qui est arrivé, même nous qui avons grandi dans les années 2000 avec un certain Valentino Rossi, il va falloir commencer à mettre une place à ce niveau-là à ce garçon, s'il arrive à faire ça. Mais pour moi, la place, elle y est déjà, et pourtant, ça m'arrache de le dire. C'est vraiment un pilote que j'apprécie pas, mais la place, elle y est déjà. J'y vais à tâtons pour l'instant. Faut vraiment. ce serait vraiment dramatique, je trouve, que sa gloire s'arrête là. Oui. Je suis d'accord. Ça, pour le sport, pour lui, pour tout le monde, ce serait vraiment triste. Imagine si Hamilton n'avait pas pu enchaîner le 6e, le 7e titre. Alors le sport s'en porterait peut-être mieux, mais l'histoire et la légende auraient été un peu ratées. C'est un peu pareil ici, quoi. Peut-être qu'on passe à côté du plus grand pilote de tous les temps, qui aurait pu aller chercher Agostini et des pilotes comme ça, quoi. Absolument, surtout pour les problèmes de santé, c'est toujours rageant et c'est surtout ça. C'est ça. Bon, les 3e de l'an dernier, c'est Suzuki, c'est nos amis Suzuki qui engagent encore une fois le duo Joan Mir, Alex Rins. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce duo et sur le mystère permanent
qu'est Joan Mir finalement. Bah oui, un mystère champion avec une victoire et pas de nouvelle victoire depuis. Ouais, effectivement. Enfin, Mir, pas du tout un pilote qui m'enthousiasme, hein, tant par son comportement, par son pilotage, et par ses résultats. Rins un peu plus, je le trouve un peu plus incisif, un peu plus intéressant en piste. Les deux ont un peu tendance à faire des boulettes facilement et des fois à perdre des gros points ou des podiums au minimum. C'est assez fréquent qu'il y ait des chutes. Je sais vraiment pas quoi en penser. La Suzuki avait l'air d'être la seule moto qui arrive vraiment à marcher avec le 4 en ligne, donc puisqu'il y a que Yamaha et Suzuki qui ont cette architecture de 4 en ligne. Yamaha a bien sûr un déficit de vitesse de pointe monstre. Chez Suzuki, ça a l'air d'aller. Et ça leur donne une moto beaucoup plus agile, et on le voit sur des circuits très 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 viroleux. Les Suzuki sont un peu plus devant. Mais ce duo-là, ouais, c'est un duo que je trouve fébrile en fait. Quand ils sont dans leur bon jour, ils peuvent être très très bons. Le problème, c'est que le bon jour n'arrive pas souvent, et j'ai l'impression que dans la tête, il y a toujours un petit blocage qui va les faire chuter ou qui va les faire être un peu plus lents que la concurrence. Et donc, je pense pas que Suzuki soit parmi les favoris cette année. La moto semble quand même à peu près sur un plateau en termes de développement. Les pilotes aussi. Alors que la concurrence s'active fortement. Ouais, je suis pas sûr que ça soit les pilotes qu'on va voir le plus sur les podiums cette année. Mais je peux me tromper. Non, mais j'abonde dans ton sens. Je rajouterai pas grand chose là-dessus. C'est vrai que tu as raison. Le mot qui caractérise le plus, c'est fébrile. Combien de fois depuis 3 ans on a vu une image du garage Suzuki avec tous les mécanos les mains sur la tête parce qu'un des deux vient de se cracher alors qu'il était top 3. Ça arrive beaucoup trop souvent pour les deux. Et ils sont extrêmement fragiles là-dessus, et c'est leur point principal de travail. Après, Suzuki, on le répète année après année, mais paye toujours le fait de ne pas avoir de satellite et de devoir développer deux motos comme Aprilia. Alors eux ont réussi à gagner un titre quand Aprilia ne l'a jamais fait, mais il y a des histoires de jetons, il y a des histoires de chance, il y a beaucoup d'histoires qui amènent à ce titre, qui est amplement mérité, hein, ils vont le chercher sur la piste, mais quand même. Là, je sais pas ce que ça a donné, c'est pas deux pilotes non plus que je porte particulièrement dans mon cœur, et j'ai toujours envie, par contre, qu'Alex Rins fasse mieux que ce qu'il fait. Oui. Voilà, j'aurais même tendance à le penser plus talentueux que Joan Mir. Mais encore une plus grosse tendance à chuter, et malheureusement face à des pilotes qui chutent de moins en moins quand même en MotoGP, c'est rédhibitoire que ces deux mecs là soient à 5-6 chutes par saison. Et c'est souvent des chutes de l'avant, donc c'est vraiment des pilotes qui poussent trop sur l'angle en entrée de virage, donc effectivement là c'est difficile de l'incriminer à la moto. Alors peut-être que la moto manque de rythme et qui compense, hein, c'est possible. Mais je pense que c'est surtout des erreurs de pilotage. Et combien de fois on les a vus aussi chuter lorsqu'ils étaient en tête, donc c'est des erreurs de gestion. Ou même sur le podium. Sur le podium. Voilà, il y a des erreurs de gestion de leur part qui sont trop grandes à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils apprennent à choisir leur bataille. C'est ça, c'est très bien dit. Yamaha avait terminé deuxième de l'an dernier. On va commencer par le petit team Yamaha, exit Petronas SRT. Bienvenue à RNF, pardon. J'étais sûr que j'allais le prononcer dans le mauvais sens. Team qui reste malaisien et qui engage Andrea Dovizioso et Darrell Binder, le deuxième sud-africain de la grille. Ouais, alors si je dis pas de bêtises, c'est vraiment au niveau de la structure, c'est le même team que l'année dernière, mais c'est Petronas qui est parti, donc avec With You en sponsor c'est principal. Petronas et SRT qui sont partis tous les deux, le Sepang, Sepang International Circuit SIC, oui, c'est ça, pardon. Oui, je sais même plus ce que veut dire leur nouvel acronyme. C'est le nom des enfants du propriétaire. C'est le prénom de ses 3 enfants, RNF. D'accord. C'est toujours bien de l'apprendre. Alors avec 2 pilotes. Je vais commencer par Binder, puisque Binder arrive de la Moto 3. Il était seulement 7ème en Moto 3. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, la Moto 3, être champion de Moto 3, c'est pas forcément un gage de réussite, puisque il y a un peu je vais pas dire une part de chance, mais ouais, si, il y a quand même une part de loterie, et il faut bien prendre l'aspiration au bon moment, dans le bon tour, et puis passer la ligne au premier. Et déjà être régulièrement devant, c'est déjà
une belle perf, donc il l'a fait. Après le passage de la Moto 3 à la Moto GP, on a vu que ça n'avait pas forcément réussi à Miller, qui a mis un petit peu de temps avant de se mettre en route. Je suis pas persuadé que ça soit le meilleur saut possible, même si dans une bonne structure quand même, puisque c'est un team qui a bien marché ces dernières années. Donc l'encadrement est le même, les sponsors changent, mais l'encadrement est le même, donc a priori ça devrait rouler. Et j'espère pour lui qu'il va vraiment apprendre de son coéquipier, donc Andrea Dovizioso, de mémoire 3 fois vice-champion derrière Marquez sur la Ducati, de 2017 à 2019. Non, je dis des bêtises, 2017-2018 sûr. Un pilote que j'estimais beaucoup. Là, il est revenu sur la Yamaha. On peut pas lui jeter la pierre tout de suite. Je pense qu'il faut reprendre la mesure de la Yamaha, surtout quand tu viens d'une moto comme la Ducati et après un peu plus d'1 an de pause. Ouais, c'est un pilote qui peut faire de belles choses. Je pense quand même qu'il est sur la dernière phase de sa carrière, donc il va plus chercher j'espère qu'il va chercher à aider le team à développer la moto, en tout cas mieux l'exploiter et se rapprocher de l'écurie Factory. Je suis pas sûr que ça soit vraiment un prétendant à quoi que ce soit, hormis des podiums occasionnels. Mais ça fait toujours plaisir de voir un mec comme Dovizioso qui reste un mec sympa, un très bon pilote sur la grille. Ça fait plaisir de le voir et rien que pour ça, je suis content de l'avoir chez Yamaha cette année. J'étais en train de me poser la question, mais Dovizioso, ça doit être le doyen cette saison, parce qu'il doit avoir 35 piges, quelque chose comme ça, et j'en vois pas beaucoup des mecs au-dessus de 30 ans. On a des Takahaki, Nakagami, mais il y en a pas beaucoup d'autres. Effectivement, il va sur 36 à la fin du mois. Purée. Le temps passe. Mais depuis 2008 en MotoGP, ouais. Oh là là, ouais, j'aurais dit encore plus ancien, mais 2008, oui. Je vais dans ton sens sur Dovizioso, il doit se faire la main sur la Yamaha après tellement d'années sur la Ducati. Il a dû passer 7, 8 ou 9 saisons sur la Ducati, donc c'est très compliqué, surtout sur un team satellite. C'est pas vraiment quelque chose auquel il a été habitué depuis son passage chez Tech 3. Il y a quelques années. Qui remonte à 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc oui, effectivement, 7 années chez Ducati et 3 titres de vice-champion, de titres honorifiques, bien sûr, de vice-champion derrière Marquez. C'est ça, donc il va falloir se refaire, se remettre un peu en selle. Et puis à 35 ans, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'après tellement d'habitude sur ce type de fonctionnement-là, ça sera à voir. Après, Darren Binder, ouais, tu l'as dit, qu'il n'ait pas terminé champion en Moto 3, c'est pas trop un problème. Moi, il y a les deux choses qui me posent problème, c'est passer, tu l'as dit, du Moto 3 au Moto 2, qui est quand même du Moto 3 au Moto GP, qui est quand même une grosse étape et une grosse marche, et qui peut parfois être un casse-dent. Et puis l'autre, c'est ça fait un certain nombre d'années quand même qu'on le voit sur les grilles Moto 3, parce que les pilotes sud-africains, il n'y en a pas 46, donc forcément on les repère, ces nationalités-là, c'est comme les pilotes malaisiens, on sait quand ils sont là, et lui ça fait des années qu'il est sur la grille Moto 3. C'est un gars qui va avoir 24 ou 25 ans, donc qui est pas tout jeune, je dirais pas qu'il a l'âge de Joan Mir pour parler d'un champion, mais il doit être plus vieux que Quartaro, je pense. Oh, ça c'est sûr, ça c'est quasiment sûr. Donc tu vois, je sais pas ce qu'il peut donner. C'est vraiment mon point d'interrogation de la saison, peut-être Darren Binder. Et c'est vrai que du coup, mettre un duo avec un gamin qui saute une étape avec le Moto 2 et un vieux briscard qui a passé 10 ans dans les teams officiels, je sais pas ce que ça peut donner comme duo. Après le team RNF, si c'est la même base que Petronas, c'était quand même un team diablement efficace, qui a su se montrer au niveau très très souvent. Faudra voir ça, mais c'est vrai que c'est un duo que je trouve au mieux étonnant, au pire un peu inquiétant. Et Andrea Dovizioso, oui, c'est un nom, mais est-ce qu'il est capable de retrouver ses grandes années? C'est pas si loin que ça. Il a fait des grandes années après ses 30 ans, mais totalement sur une autre moto, totalement dans un autre type de team. Donc moi, j'ai entre-temps, il y a eu la saison 2020 qui était un petit peu compliquée pour lui, et toujours sur la Ducati. C'est ça. Donc oui, il faut qu'il arrive à se remettre dedans. Effectivement, je l'avais pas vu comme ça, et ouais, je sais pas si on peut dire le mot bancal, mais on s'en approche peut-être un petit peu pour ce duo. Ouais. C'est ça. Dovizioso peut peut-être se remettre, et peut-être que 2020 était juste une saison moins bonne, comme ça peut arriver. Pour Binder, je sais pas du tout comment tu peux arriver en MotoGP directement prêt. Sans passer par le Moto 2, c'est très très dur. Tu l'as dit, il y a eu des cas avant où c'est pas passé. Donc on verra. C'est surtout que c'est une seule victoire, je crois, en Moto 3. C'est quand même
on est quand même assez loin, quoi. Le grand team, par contre, Yamaha, le team Monster Energy Yamaha, sera composé de Fabio Quartararo, champion du monde en titre, et de Franco Morbidelli. Le team Yamaha qui a été un peu inquiétant sur les tests de pré-saison, on va pas se mentir. Ils nous ont fait un peu peur. Ils ont essayé un peu de nous rassurer par leurs déclarations. Mais bon, on est dans une ère de la communication où à la fois on dit mais non, c'est pas très inquiétant, et en même temps on n'est pas favori. Donc on sait pas trop où les situer finalement. Mais Toto ça reste... Wolff, si tu nous écoutes. Voilà, Toto Wolff. plein, mais tellement. Lynn Jarvis, si tu nous écoutes, tout le monde. Et je sais pas trop comment situer ce duo. Quand même le vice-champion 2020 et le champion 2021, quand même, faut le rappeler. C'est quand même le duo théoriquement le plus hype sur la grille. Alors tout à fait, sur le papier, moi c'est le duo que je trouve le plus fort. Pourtant, clairement pas le plus expérimenté, clairement pas le plus vieux, puisque Quartararo, il va sur 23 ans, Morbidelli, alors Morbidelli un petit peu plus, il va sur 28 ans, je crois, mais pas forcément avec une expérience folle en GP. Je pense que c'est un duo qui a vraiment la tête sur les épaules, qui sait faire de très belles choses, qui sait vraiment aller, qui sait être rapide sur un tour, qui sait aller batailler avec des Bagnaia, avec des Marquez, avec des Miller, des gars comme ça qui sont pas toujours faciles en lutte rapprochée. Ils ont tout ce qu'il faut d'un point de vue personnel pour réussir, je pense, et alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je serais étonné que Quartararo n'ait pas un autre titre un jour et que Morbidelli n'en ait pas un tout court. Peut-être pas pour cette année, je vais y arriver. Mais en tout cas, au niveau pilote, pour moi, c'est le duo le plus enthousiasmant, malgré l'âge. Après, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, Quartararo, dans ses déclarations, il m'a inquiété en disant que finalement, la YAM, elle avait un petit peu progressé en vitesse de pointe, mais les autres ont au moins autant progressé. Je crois qu'il y avait 10-12 km/h d'écart en vitesse de pointe entre Quartararo et les Ducati. Donc, et on a vu l'année dernière que quand Quartararo part en tête, il n'y a pas de problème, personne n'arrive à le suivre, donc il n'est pas vraiment inquiété. Dès qu'il commence à partir 5, 6, 7ème parce qu'il y a un petit problème au qualif, le problème c'est qu'il n'arrive plus à doubler, parce que encore une fois la YAM manque de vitesse de pointe. Et donc quand il commence 5ème, il va peut-être finir 8ème ou 9ème parce qu'il va se faire manger par les autres en ligne droite. Donc je suis un peu inquiet pour Yamaha à cause de ce moteur qui progresse pas. Et qui progresse pas depuis des années maintenant. Je pense que la première course au Qatar, où c'est souvent la foire d'empoigne pour savoir qui aura la plus grosse vitesse de pointe au bout de la ligne droite, quitte à en rater le freinage. Mais on a vu l'année dernière que ça avait fait des malheurs sur les lignes d'arrivée. Je pense qu'on aura vite des réponses et je suis clairement inquiet pour eux à cause de cette moto qui est toujours un petit peu feignante en ligne droite et qui permet pas aux pilotes de se défendre. Je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, en remettant en lumière ce qu'est Fabio Quartararo quand il est un peu plus dans le peloton et cette Yamaha 2022, effectivement, ça peut être un peu plus dur pour lui cette année. C'est pas parce qu'il est moins fort, c'est parce que la concurrence revient ou se densifie. Tu fais très bien de le dire. Morbidelli, on espère que ses problèmes de genoux sont derrière lui déjà. Parce que ça serait la dernière fois qu'on l'a vu sur toute une saison, on l'a dit, c'est vice-champion. L'année dernière, il a fait une bonne première partie de saison avant d'avoir mal au genou, puisque même sur les derniers rounds, c'était déjà laborieux avant qu'il fasse sa pause dominicale. Il a quand même 5 courses l'année dernière. Voilà, c'est ça. C'est qu'il manque 5 courses l'an dernier, donc forcément tu peux pas regarder sa saison comme une saison complète. Et puis il est vraiment parvenu sur les 5 derniers Grands Prix. Il était vraiment pas au niveau où il est censé être. C'est ça. Donc on va dire qu'il a potentiellement raté 10 courses, on va dire, pour vraiment schématiser. C'est ça. Peut-être qu'il aurait même fallu toutes les rater pour se rééduquer. Oui. Après, c'est des questions de stratégie. Il faut voir. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait de mettre sa saison de côté pour se concentrer pleinement sur le team Yamaha Monster cette année. Après, cette question de la puissance de la Yamaha, c'est un gros point d'interrogation depuis les essais. On ne sait pas trop où ça en est. Je reste un peu dubitatif, surtout. En fait, ce qui me fait peur, et on va en parler juste après, c'est que Ducati a l'air très fort et surtout Ducati arrive en nombre.
Et c'est ça surtout, Oui. c'est que tout d'un coup, tu peux te retrouver noyé dans un amas de Ducati en milieu de peloton et tu vas te retrouver 7ème ou 8ème, et parce que devant toi, déjà, tu auras peut-être la Honda de Marc Marquez, peut-être 2 Honda, peut-être 2 Honda, peut-être une Suzuki et 4 Ducati. Et finalement, ces Ducati, elles Oui, seront oui. devant toi parce que c'est des pilotes un peu moins bons, mais avec une moto bien meilleure. Et là-dessus, Quartaro et Morbidelli peuvent se faire noyer dans la masse, et sur certaines courses, sur des circuits où il est compliqué de dépasser, ça peut leur jouer des tours. Ah, je suis à 100% d'accord. Parce que les Honda sont clairement pas ridicules en ligne droite. Donc une fois que tu es derrière potentiellement 4 Ducati, les Honda arrivent. Une fois que tu as passé les Honda, il y a les KTM qui vont pas être loin, qui sont pas ridicules non plus en vitesse de pointe. Et donc tu te rapproches doucement mais sûrement d'un fond de top 10. Et ouais, c'est en ça, effectivement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il faut qu'Yamaha ait 2 pilotes costauds cette année. Donc en espérant encore une fois que Morbidelli ait résolu ses problèmes de santé. Ouais, je pense que Yamaha va vraiment avoir besoin de 2 pilotes à fond, et je pense qu'ils les ont. Mais est-ce que ça sera suffisant à voir? Clairement. Après, on sait que la Yamaha, un peu comme la Suzuki, savent bien gérer les courses longues et savent garder du rythme en fin de course, ce qui n'est pas forcément le cas de ces autres motos. Mais quand tu as perdu 5-6 places, comment les remonter? C'est parfois un peu compliqué. On a vu des pilotes Suzuki ou Yamaha se retrouver bloqués en fin de course derrière cet amas de motos, enfin des Zarco qui partaient comme des balles et qui finalement ne reculaient pas tant que ça une fois que leur moto perdait de la perfo en fin de course. C'est ça. On va passer à Ducati, et pour commencer avec Ducati, on va commencer par les petits nouveaux, le team VR46. On n'a plus Valentino Rossi sur la grille, et ben on a Valentino Rossi sur la grille, c'est formidable. On aura toujours Valentino Rossi, en fait maintenant c'est officiel, on l'aura jusqu'à la fin acté, des oui. temps. Voilà, c'est acté, il est là pour toujours. Peut-être qu'un des circuits italiens sera renommé en son nom, on ne sait pas vraiment. Oh, oui. Voilà. Vivement un Grand Prix au ranch. Ça, ne rigole pas, ça pourrait arriver en motocross, hein, on ne sait pas, ça, c'est Oui, des choses, oui. c'est évoqué. Avec un duo Luca Marini et Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi qui a 23 ans, Luca Marini qui a 24 ans, jeune duo d'Italiens. Luca Marini qui a fait sa première saison en MotoGP de l'an dernier, en 2021. Marco Bezzecchi qui est un rookie, et un duo assez jeune pour lancer cette aventure VR46. Ouais, puis une aventure VR46 qui commence pas forcément de la meilleure façon après le Quack Aramco. C'est ça. Alors pas forcément pour le plus grand des mal, mais du coup ça c'est un petit peu compliqué, je pense, de ficeler le budget pour la saison 2022. Donc à voir comment va se comporter l'équipe. C'est jamais facile d'avoir une nouvelle structure qui se lance. Je pense que leur avantage c'est d'avoir une Ducati qui sera, même si c'est une version 2021 il me semble, elle vaudra clairement la concurrence, et ce sera largement assez, je pense, pour jouer des fonds de top 10 à mon avis. Je pense que c'est un objectif réaliste. Après, avec un Luca Marini, je sais pas ce que ça dit. L'année dernière, il a fait une fois 5ème pour meilleur résultat. C'est peut-être un petit peu léger. Par exemple, Bastianini me semblait beaucoup plus costaud à ses côtés. Ouais, Marini, je suis pas sûr que ça soit vraiment un grand pilote d'avenir. Bon, on sait pourquoi il est là. Maintenant, il va falloir qu'il se justifie. Et Bezzecchi, bon bah il est 3ème de Moto 2, ce qui normalement devrait être un gage de qualité, puisqu'au tout à l'heure on s'est ravi d'avoir les 2 premiers chez Tech 3. Bon bah le 3ème est là aussi, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le sport et l'équité sportive. Je demande à voir, c'est pas forcément un pilote que j'ai énormément sur le radar, donc je vais suivre ça avec grand intérêt. Clairement, c'est un duo d'avenir, parce que Luca Marini nous avait montré des belles choses en Moto 2. Après cette première saison en MotoGP, forcément, il a fallu faire la transition entre les teams Avintia et VR46, et c'était une année un peu de transition pour ce team-là, c'était un peu compliqué. Là, on verra réellement sur une deuxième saison, et puis il est sophomore, donc il aura dégluti, enfin il aura avalé son passage en MotoGP. Pour Bezzecchi, moi j'attends de voir, parce que ça a été un pilote très régulier au cours de ces 2 dernières saisons, et puis ça Pas flamboyant. Voilà, pas flamboyant, mais très régulier, et ça peut compter avec une moto qui est performante s'il arrive à rester dessus. Il y a des moments où il pourra aller chercher des points. Quand les 15 premiers marquent des points, tu peux aller chercher des 12e, des 10e places, et pour une saison rookie, c'est largement suffisant, et c'est ce qu'on lui demande, parce que sur une grille de 24, être 10e, bah, c'est déjà être dans la première moitié, et voilà, c'est pas mal. Après,
je pense que pour grandir, le team VR46, si Valentino Rossi va arriver à ses ambitions, devra à un moment aller chercher une pointure. Peut-être qu'un des deux va se révéler une pointure et que l'autre se révélera un solide lieutenant, on verra. Mais pour l'instant, on est vraiment sur un apprentissage pour tout le monde. Et finalement, c'est plutôt logique de le faire avec des jeunes parce que ça permet à tout le monde de découvrir l'environnement en même temps et pas de se retrouver avec des anciens qui vont être peut-être un peu frustrés par une structure qui n'avance pas à leur rythme. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un Zarco ou des pilotes ou un Dovizioso qui vont dans ce type de team-là, quoi. Oui, c'est là où c'est compliqué, effectivement. Surtout que chez Ducati, il y a une forte concurrence avec Gresini et surtout avec Pramac. Donc ils ont tout à prouver. Donc les deux pilotes vont être mis à forte contribution cette année aussi pour prouver que le team est capable. Mais bon, dans tous les cas, je suis pas forcément inquiet pour Marini puisque quand tu es le demi-frère du patron, normalement ça devrait bien se passer. Oui, voilà, il y a des liens familiaux qui font que ce pilote est là, mais après il y a le niveau aussi. C'est pas, Bien sûr, il est pas là que voilà. Mais t'as raison de le préciser, c'est que il sera pas viré à la première contre-performance. Ça on peut quasiment en être sûr. Le deuxième team on va parler, c'est le team Gresini qui dit du coup lui change de moto, seul team qui change de moto cette saison. Le team Gresini qui passe de Aprilia à Ducati après quelques années chez nos amis de chez Aprilia et qui va engager Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio. Alors attention, je vais essayer de le dire correctement. Fabio Di Giannantonio. J'espère l'avoir bien prononcé. Très bien dit. Non, ça a l'air bien dit. Donc Di Giannantonio, écoute, c'est pas forcément un pilote que je suis. C'est pas un pilote sur lequel j'ai un avis. J'ai rien à dire dessus. Franchement, des rookies, je n'ai rien à dire sur ce garçon. 7ème de Moto 2 en 2020 et l'année dernière, je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir regardé son nom personnellement avant qu'on l'annonce en MotoGP. Sincèrement, exactement. C'est pas un des noms qui m'a frappé. Je l'avais oublié. Donc, il était chez Calex, je crois, mais c'est presque un gars que j'avais oublié. Il doit peut-être avoir quand même une victoire ou deux. On est peut-être un peu dur, mais c'était pas le mec le plus flamboyant. Non, mais je t'avoue que même des Sam Lowe ou des mecs comme ça, je les ai plus regardés, ou des Navarro, je les ai plus regardés que ce type-là. Donc ça va être une découverte totale pour nous aussi. Et puis on va éviter de dire des bêtises, on va pas en parler parce qu'on n'est pas là-dessus, on sait pas trop. Par contre, Enea Bastianini, encore une fois, comme le team VR46, on est sur un team qui engage un rookie et un sophomore et un rookie qui l'an dernier avait fait une bonne première saison. Alors, il a fait une bonne fin de saison. Son début de saison était un peu bof. Alors, c'était difficile de lui en demander plus aussi, puisqu'il était souvent autour de la 10e place. Et c'était un rookie, donc quand même. Entre 9 et 12. Oui, bien sûr. Et avec une Ducati de l'année passée en plus, donc pas toujours évident face aux autres. Mais sa fin de saison était exceptionnelle à partir d'Aragon où il fait 6e. Après, il y a eu 2 podiums à Saint-Marin et j'ai oublié le deuxième podium. Et les deux sont pas sur le circuit de Saint-Marin là, le Misano. Ah si peut-être. Oui effectivement parce que oui. Dans ce fameux road trip Misano, style Misano, très écologique. On avait beaucoup apprécié. Oui bien sûr. Parce que je crois que Misano est son lieu d'entraînement de prédilection. Et effectivement, ça m'avait un petit peu. Bon, au moins ça veut dire qu'il apprend très bien sur ce circuit. Et qui s'est confirmé en course parce que 2 podiums face aux énergumènes en face, c'est pas rien, et 2 autres belles prestations. Je vais le suivre vraiment de près cette année. Je pense qu'il peut faire de belles choses dans ce team Gresini qui va chercher à s'étendre un petit peu et à se déployer maintenant qu'ils sont plus liés à Aprilia. Je pense que c'est peut-être un des jeunes pilotes le plus à suivre sur cette saison. Ouais, c'est ça. Et puis, on parlait tout à l'heure du plafond psychologique pour ceux qui n'avaient pas encore fait un podium. Lui, il l'a déjà plus. C'est déjà derrière lui. Alors, certes, c'est sur ses terres, tu vas dire. Moi, je ne savais pas qu'il s'entraînait là-bas, mais effectivement, avec ce que tu me dis, ça explique ses bonnes performances 2 fois sur le même circuit. Mais c'est passé. Maintenant, ça, c'est fait. La prochaine étape, c'est la victoire. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais au moins, il aura plus la pression quand il est sur le podium de devoir résister à des pilotes. Il pourra savoir gérer sa course, sans doute. On espère qu'il fera pas comme nos amis de Suzuki, mais normalement, il devra pouvoir gérer sa course. Et du coup, c'est un très bon point parce que dans ce duo-là, lui a déjà beaucoup plus d'expérience que le duo de VR46. Quoi. On est déjà sur un pilote qui est passé au step supérieur.
qui sur ces dernières années a vraiment mis la marche en avant, hein, parce qu'il avait il était pas mal resté de temps en Moto 3, mais en faisant des bonnes performances, à l'image d'un Johan Zarco qui était resté en Moto 2 en faisant des très bonnes performances. Parfois ça arrive, c'est des histoires de contrat. Là maintenant il sait saisir sa chance, et moi je trouve ça intéressant, et avec une Ducati qui a l'air très performante, honnêtement ce gamin là, je veux pas m'avancer, mais s'il est dans le top 10 cette saison, ça ne m'étonnerait pas. Après, il y a l'inconnu Grésini, changer de moto. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est un team qui a beaucoup d'expérience, mais pas dans cette configuration-là. Ils étaient vraiment team constructeur, ils passent team client. C'est plutôt l'interrogation que j'ai par rapport à la progression de Bastianini. Mais si ce team Grésini met tout en ordre de marche, ouais, Enea Bastianini, pour moi, ça peut faire top 10 cette saison, mais sans problème, hein. Ouais, je me demande s'ils n'avaient pas un statut un peu particulier de semi-usine, semi-privé, puisque Aprilia n'avait pas l'air totalement engagé dans le projet avant cette année. Donc, ouais, mais effectivement, il y a un apprentissage à faire sur un nouveau statut et avec une nouvelle moto. Mais j'ai confiance en Bastianini qui connaît déjà la moto pour mener le team. Vu ce qu'il a montré en fin de saison, j'ai espoir sur le fait qu'il ait les épaules. Effectivement. Le team suivant, avant-dernier team, ce sont nos amis de Pramac. Alors là, je sais pas toi, mais moi j'ai t'annonce tout de suite, c'est mon duo. Voilà, je le dis comme ça, il y a des moments où il faut être clair, honnête, très précis. Je ne serai pas objectif avec ces garçons, je ne serai pas objectif avec ce team que j'aime beaucoup. Et j'espère que Jorge Martin va continuer sur la lancée de sa saison, lui qui est désormais vainqueur en MotoGP pour sa saison rookie, et que enfin Johan Zarco réussira à accrocher cette timbale, lui qui nous a tant fait rêver en début de saison dernière, où il se battait pour le titre pendant le premier tiers de la saison. Ouais, alors justement, je vais contraster un petit peu. Tu fais bien. Je suis un des fervents défenseurs de Zarco, mais je me demande si, maintenant qu'il va sur 32 ou 33 ans, même maintenant, bientôt 33 ans, je crois, est-ce qu'il aurait pas raté sa chance? Puisqu'au final, au sein même de Ducati, puisqu'on va dire que Pramac est semi-usine, en tout cas, ils sont pas très loin du Team Factory. Je pense qu'il a une forte concurrence. Je dirais presque que c'est le plus fébrile des quatre. On va parler comme ça. Ouais. Je vais dire qu'il est un peu fébrile parce qu'il a montré quelquefois qu'il savait se mettre trop la pression et perdre les pédales. Et typiquement, le fait qu'il ait su se battre sur le premier tiers de la saison et pas plus, c'est parce qu'il s'est mis en tête d'être un prétendant au titre l'année dernière et il s'est trop mis la pression. C'était un petit peu au-delà de ses capacités l'année dernière en tout cas. Et après, il a enchaîné quelques contre-performances. Et j'ai peur que maintenant, il ait trop la pression puisqu'il a raté le coche avec Yamaha. On va pas revenir sur l'épisode KTM. Je pense que tout le monde s'en souvient assez. Et il a pas réussi à concrétiser avec Ducati. Même si chez Avintia il avait fait des très belles choses, mais l'année dernière avec Pramac, il y a pas eu ce qu'on espérait tous, hein, la victoire, pour parler franc. Et voyant que son équipier a l'air d'être une bombe atomique au guidon de cette Ducati, j'ai peur qu'il se mette un petit peu trop la pression et que ça lui joue des tours, malheureusement. Alors que Martin, j'ai de grands espoirs, hein. Martin, ouais. Non mais t'as raison, et puis même pour aller plus loin, si on veut vraiment nuancer, c'est même tu dis parler des 4, quand on voit le jeune Bastianini, est-ce que c'est pas des 5? Peut-être. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais après, Zarco, c'est deux grands prix quasiment favoris, c'est-à-dire le Qatar et la France, arrivent en premier tiers de saison. Est-ce que c'est la dernière année pour qu'il aille en chercher un des deux? Est-ce qu'on va dire l'année prochaine que ce sera la dernière année s'il n'y arrive pas? Je sais pas. Il a passé les 30 ans, il est arrivé tard en MotoGP aussi, c'est pour ça aussi qu'il a déjà 30 ans. Mais après, oui, c'est vrai que autant sa saison 2020 était pleine d'espoir parce qu'il se battait avec après, c'était sa renaissance. Autant en 2021, effectivement, il s'est un peu brûlé les ailes et pourtant, il a été tellement rapide sur certaines courses. Moi, je me dis qu'à un moment, ça finira par passer. Il y a bien une course où ça a passé. C'est vrai que on pourrait parler de plafond de verre là aussi. On pourrait parler de peut-être un déclic psychologique à avoir qu'il n'a pas pour l'instant. Et il y a certains circuits sur lesquels il est en difficulté année après année et sur lesquels il a du mal à concrétiser. Mais le Qatar, c'est l'entrée de gamme. C'est là où, depuis 2017, il nous éblouit. En MotoGP, et donc c'est là vraiment qu'il doit
dès le départ pousser. Il l'a fait l'an dernier, il est tombé juste sur plus fort que lui avec Quartararo. Mais et puis je sais plus qui c'est qui a gagné la première course au Qatar. J'ai un doute. Vignales, il me semble. C'est Vignales, effectivement. Ah oui. Qu'est-ce qu'on avait ri. Ça, je me souvenais plus, tu vois. Et faire 2 courses de suite sur un même circuit, ça perturbe les vieux monsieur comme moi. J'en retiens qu'une des deux. Je sais plus quel pilote t'as parlé tout à l'heure. Il a fait une très belle course en Autriche. J'ai dit mais non, mais il a abandonné en Autriche. Et puis comme il y a 2 grands prix, bon, tu vois, c'est ça. on est tout perturbé. Mais oui, Zarco, oui, il est déjà à un moment. Il est déjà en train de basculer vers la deuxième partie de sa carrière. Il est déjà en train de basculer comme équipier d'un gamin qui clairement fait le taf à chaque fois, qui nous a étonnés. Moi, j'avais un très léger doute sur Jorge Martin. Je me demandais si il fallait pas qu'il fasse une saison de plus en Moto 2. Bon bah je m'excuse, voilà, je me tais, j'avais tort. J'avais le même avis. Voilà, non mais je pense qu'on était beaucoup à avoir le même avis. On s'est tous trompés. Et voilà, et finalement, il nous a montré dès la deuxième course que non, il était au niveau. Dès son retour après qu'il était capable de gagner. Et très clairement, enfin, ce duo Pramac doit faire 2 choses. Un, pour eux personnellement, monter le plus haut possible dans la hiérarchie, et de 2, pour Ducati, ce duo Pramac doit permettre d'empêcher Honda, Repsol et Yamaha Monster d'aller chercher des grosses places, très clairement. C'est un duo qui doit venir mettre de l'écart. Voilà, c'est un duo qui doit venir mettre de l'écart entre Miller, Bagnaia et la concurrence. Exactement. Et par contre, le point positif pour Zarco, je crois qu'il a repris Jean-Michel Bayle dans son entourage pour sa préparation psychologique, sachant que c'était peut-être son gros point faible jusqu'à aujourd'hui. Il avait déjà travaillé avec lui en 2017-2018 chez Tech 3. Donc ça peut l'aider à franchir un cap en tout cas, et avoir ce petit déclic dont on parlait pour aller chercher la victoire, et peut-être revenir au niveau de Martin, parce que peut-être qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Effectivement. Le dernier duo, c'est le duo du team Ducati officiel avec Jack Miller, notre ami australien dont on parlait tout à l'heure, qui lui avait fait la transition directement de Moto 3 à MotoGP avec peu de succès au départ, et Francesco Bagnaia. Et je vais te poser une question tout de suite. Est-ce que Bagnaia, cette année, c'est pas lui finalement le favori de ce début de saison ? Clairement, très clairement, quand on voit sa fin de saison, j'étais même inquiet moi pour Zarco pour Quartararo, lapsus, en fin de saison dernière, quand on voyait le rythme qu'avait Bagnaia. Ah ouais, on a clairement transpiré, et je crois que j'ai envie de dire heureusement, c'est jamais heureux une chute, mais on va dire c'était un moindre mal qui a eu sa chute à Misano à la deuxième course, qui lui a fait perdre des points précieux, qui ont quasiment assuré le titre à Quartararo. Mais s'il continue sur la même lancée, et vu que la Ducati a l'air d'être toujours la même bombe, je vois pas comment Bagnaia peut passer à côté cette année. C'est ça, moi j'en fais mon favori, même si on va parler de top 3 après, oui. Mais clairement, que ce soit pour la dynamique, pour ce qu'a montré la moto durant cet hiver, pour le fait qu'on l'a dit, il y a des motos chez Ducati qui peuvent permettre de mettre de l'espace entre eux et les autres, pour le fait que dans ce duo, Miller me semble légèrement derrière aujourd'hui. Après, un pilote peut se révéler, bien évidemment, mais aujourd'hui il me semble légèrement derrière. Tout va dans le sens de Francesco Bagnaia. Et très clairement, il y a des saisons comme ça où tout va dans ton sens en début de saison. Il faut savoir imprimer tout de suite ta marque et prendre de l'avance, comme l'a fait Quartararo l'an dernier, comme il a failli le faire en 2020 surtout, de prendre de l'avance pour qu'au moment où les autres reviennent dans la course, si toi t'es moins bien, t'es déjà un matelas. Et si Bagnaia arrive à faire ça sur le premier tiers de saison, ce qu'il peut largement faire aujourd'hui, parce que très clairement on n'aura pas des grosses évos sur le premier tiers de saison, et on sera avec des teams qui vont garder sans doute les mêmes motos. On va avoir un début de saison assez intensif, donc on va avoir les mêmes motos sans doute jusqu'à juin. On peut se retrouver avec un Bagnaia qui peut en gagner peut-être 1 sur 2, peut-être un peu plus d'1 sur 2. On verra ce que ça donne, mais oui, c'est à lui d'imposer son rythme en début de saison, pour après pouvoir voir sur la deuxième partie de saison comment gérer cette avance. En tout cas, c'est le favori, sans l'inconnu Marquez, bien évidemment. Et surtout, Bagnaia, ce qu'il faut, je pense, pas oublier, c'est que sa première victoire l'année dernière, il l'a en Aragon, et après ça, il enchaîne 3 autres victoires, un top 3 et un abandonnement à Misano. Donc c'est une fin de saison en fanfare. S'il arrive à capitaliser sur ce rythme et l'imprimer dès le début 2022, comme tu disais, ça va faire très très mal. Et je pense qu'on a tous envie aussi pour la belle histoire, parce que c'est un pilote qui est attachant, de le voir triompher cette année.
Et peut-être tant pis pour Quartararo pour cette fois-ci, mais j'en fais clairement mon favori et je pense que beaucoup de personnes partagent notre opinion. Et puis c'est sa progression aussi, surtout première saison où il Oui, apprend, oui. deuxième saison premier podium, troisième saison première Bah, victoire. C'est C'est pour ça que je chaque année parle il franchit un de la cap. victoire à Aragon. Ouais. Ouais, C'est c'est pour ça ça. que la victoire elle arrive tard, mais une fois qu'elle est là, il s'arrête plus quoi. Ouais, et puis finalement, à chaque année, il progresse d'un step, il progresse dans l'ordre, il va ni trop vite ni trop lentement en fait, parce qu'il y a des pilotes après 3 saisons qui n'ont aucun podium, il y a des pilotes qui certes ont une victoire à première saison, mais qui sont pas au niveau auquel il est après 3 saisons. Donc lui, il fait les choses dans l'ordre, progresse, et il se trouve en plus, ça c'est le destin, mais qui se retrouve au bon endroit au bon moment, donc c'est clairement à lui d'imprimer son rythme, et on verra ce que ça donne. Justement, jouons à Madame Irma. Je vais te demander, tiens, tu sais quoi, je vais te demander 2 choses. Je vais te demander ton rookie de la saison et ton top 3. Tu peux commencer par ton top 3, je vais faire mon top 3 et puis après on réfléchira à nos rookies si tu veux avoir un peu le temps de faire ton rookie de la Ouais, saison après. j'ai déjà mon avis sur le rookie, mais partons sur le top 3. Donc Bagnaia, ça c'est sûr, je le vois grand champion. Et je pense que ça pourrait être une saison à la Marquez des grandes années. Peut-être malheureusement pour le sport, mais tant pis. Euh, Derrière lui, donc je le donne dans l'ordre hein, où je le pense. Derrière lui, je pense que Martin a un coup à jouer vu sa fin de saison. Et j'irai même plus loin en disant que si Martin arrive effectivement à faire une belle saison comme ça, à finir deuxième, ce dont je pense qu'il est complètement possible, c'est lui qu'on retrouvera sur la deuxième Ducati officielle en 2023. Ça c'est possible ça, oui. Et en troisième, Quartararo un petit peu par défaut. Et sinon Marquez s'il arrive à résoudre ses problèmes de santé, mais j'ai envie d'y croire et je vais mettre Quartararo. Ok. Et ton rookie de l'année du coup si tu l'as déjà? Darren Binder. Oh ok. Ça contraste avec ce qu'on a dit, mais je pense que la Yamaha et la structure RNF lui permettra de mieux réussir que le duo chez Tech 3. Okay. Et que Gian Antonio, dont on n'a pas eu grand chose à dire tout à l'heure. Ok. Écoute, chouette, je l'avais pas vu venir, mais je suis sans voix, mais d'accord, je note. On va me le sortir ça. Évidemment, ça sera ressorti en fin de de saison, mais ne t'inquiète pas, nous ressort encore ce qu'on avait dit avec Louis sur la saison 2020 de F2. On avait dit Marcus Armstrong champion, il est fini 14e. Ouais. Ça arrive. Il y a des choses dans la vie où des fois quand on est nul, on est nul. Faut prendre un pari de temps en temps. C'est ça. Mon top 3, en 1, très clairement, Bagnaia champion. Je vois pas comment il peut en être autrement. On l'a suffisamment dit en termes de dynamique, en termes de carrière. C'est le moment. En 2, écoute, j'enlève tout de suite l'inconnu. Moi, je mets Marc Marquez. Je le mets en 2 pour une seule raison, c'est que pour moi, il sera pas à 100%. Parce que s'il est à 100%, c'est 1. Et c'est pas autrement. Donc, c'est juste le fait qu'on soit en saison de retour complet qui me fait le mettre 2. C'est même pas une question de moto, de choses comme ça, parce que je pense que on n'est même plus dans ces considérations là avec ce mec là. Et en 3, j'hésite du coup entre Martin et Quartararo, mais je pense que Quartararo, de par son statut de champion, a pas mal d'avance sur Martin, et je le mettrai en 3 du coup pour 3 motos différentes. C'est un souhait, après on verra ce que ça donne. Et mon rookie de l'année, c'est aucun des deux de Tech 3 non plus, parce que je suis d'accord avec toi qu'ils vont pas te jouer dans la smoule. Par contre, c'est Marco Bezzecchi que je vois en rookie de l'année, parce que très, très solide l'an dernier. Et puis aussi parce que je ne connais pas du coup Di Gian Antonio, et que Darren Binder, j'ai encore un gros point d'interrogation. Donc finalement, c'est un peu par défaut, mais par logique rationnelle, je mets Bezzecchi comme rookie de l'année. Bon, on est d'accord sur le top 4 au moins de la saison. Oui, on est d'accord sur pas le top 4. Pas forcément sur l'ordre, mais on est d'accord sur le top 4. Absolument. Bon, les jeux sont faits, les paris sont pris. On note tout ça et puis évidemment nous le ressortirons en fin de saison si jamais on a fait n'importe quoi. N'hésitez pas à le noter dans les commentaires, hein, parce que si jamais on change d'avis entre temps. C'est ça, n'hésitez pas à nous donner votre top 3 à l'heure actuelle, mais évidemment, parce que ça sera facile d'en donner un en septembre, on connaît tout le monde, hein, mais c'est maintenant qu'il faut le donner. À partir de dimanche, c'est triché. À partir de dimanche 14h, c'est triché. Non, 17h, je ne sais plus. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Enfin bref, je te remercie Thomas d'avoir fait cette preview. Merci à toi pour l'accueil. De la saison 2022 de MotoGP, j'ai dire 2021, mais non, 2022, oh là là. Une très longue preview, mais on s'est éclaté. On espère s'éclater dans cette saison comme lors des 2 dernières. Non pas qu'on s'éclatait pas quand Marquez était là avant, mais c'est vrai que les 2 dernières, on s'est très bien amusé quand même, il faut le dire. Oui.
Et j'en profite pour passer un petit coucou à toute la communauté MotoGP et tous les podcasts MotoGP qui sont présents sur YouTube et qui font partie de la communauté Twitter, qui font un taf énorme et qu'on espère, enfin je pense à la boîte à clapet, à Seki en pôle, qui font pas mal de choses et qu'on écoute avec attention ici. Donc voilà, ils nous ont transmis un peu cette passion-là et on les remercie. Je te remercie Thomas, et puis on se dit à une prochaine sur Mute 21. Salut! Merci, à bientôt et en route pour un très beau Grand Prix dimanche.